Le député Côte-du-Sud Norbert Morin est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Le développement durable couvre un large éventail et s'inscrit dans le volet environnement des plans de développement des 17 municipalités du Kamouraska. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les différentes façons de sensibiliser la communauté aux bonnes pratiques environnementales. Notamment pour nous en parler, je reçois Mme Marie-Joëlle Côté, agente de communication chez Coeco. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Tout d'abord, Mme Marie-Joëlle, le développement durable, on dit que ça couvre un large éventail, mais si on commençait par une courte définition de développement durable, parce que c'est un mot qu'on connaît là, durant les dernières années, mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Oui, en gros, c'est de trouver un équilibre entre trois enjeux principaux, qui est l'écologie, l'économie, puis l'aspect social. Donc, de penser à l'environnement, mais aussi de penser aux êtres humains, à la société, aux générations présentes, mais aussi aux besoins des générations futures, finalement, tout en trouvant justement le juste milieu avec l'économie. Et comment Coeco sensibilise les gens au développement durable et par le fait même aux bonnes pratiques environnementales? Coeco, on fait des actions d'environnement puis en développement durable depuis 20 ans, mais là, principalement, depuis les dernières années, c'est surtout au niveau de la gestion des matières résiduelles. Il y a eu le bac brun qui est arrivé dans toutes les municipalités de la MRC lors des 2 dernières années. Et ça a vraiment orienté nos actions là, en sensibilisation, évidemment, parce qu'on veut que les gens participent et participent bien. Donc, dans la dernière année, par exemple, on est allé faire des kiosques dans les événements. On a fait cet été la Brigade verte avec deux employés qui sillonnaient le territoire, là, qui allaient faire du porte-à-porte, on est allé vérifier le contenu des bacs bruns. Oui, c'était ma question, effectivement. Qu'est-ce que fait la Brigade verte? Là? Ça a été instauré par Coeco, c'est tout nouveau? C'est une action qu'on avait déjà faite par le passé pour les matières recyclables. Là, c'était vraiment la première fois qu'on le faisait pour le bac brun. Puis ça nous a donné vraiment le pouls de voir comment les gens participaient, puis s'il y avait tant de contaminants que ça dans le bac. Est-ce que par le porte-à-porte, on a vu pourquoi les gens, ceux qui participaient pas, pourquoi, pour orienter nos actions, justement, en sensibilisation. Et qu'est-ce qui ressortait? Pourquoi les gens participaient pas? En fait, ils participaient, mais peut-être à moindre échelle. Là. Il y en a que, comme c'était nouveau, ils n'avaient pas encore changé leur habitude, je dirais. C'est vraiment une question d'habitude, en gros. C'est pas mal ça. Puis, il y en a des fois qui comment je pourrais dire, les gens sont tellement bombardés d'informations qu'ils ont vu ça passer, mais ils ne se sont pas sentis peut-être interpellés. Puis, je pense qu'en allant parler directement aux gens et démystifier la chose, de leur expliquer à quel point c'est pas compliqué, puis en gros de leur donner quelques trucs, ça a vraiment un impact là, au niveau de la participation. Et qu'est-ce qui ressortait chez les gens? Qu'est-ce qu'ils vous disaient une fois que la Brigade verte était passée? C'est sûr qu'ils nous parlaient de leurs craintes par rapport aux nuisances estivales. C'était l'été qu'on est allé. Il y en a qui ont donné des commentaires positifs sur le service qu'on offrait. C'était vraiment très, très varié. Oui, qu'est-ce qu'on entend par nuisance estivale? Il y a les gens qui participaient pas, il y en a qui ont peur, mettons, des odeurs ou ces choses-là. Là, à ce moment-là, on leur donnait des petits trucs pour éviter le plus possible ces choses-là. Puis, à certaines occasions, c'est arrivé qu'ils nous ont dit, ben oui, on va... Mais c'est sûr que nous, on leur dit ces trucs-là, puis après, ça va peut-être prendre un petit moment avant qu'ils l'implantent dans leur quotidien. Là. Mais non, c'est arrivé quand même. On a eu vraiment l'occasion de proposer des choses adaptées à leur problématique. Là. Est-ce que la fréquence est un élément qui revenait souvent?
Oui, puis ça, on a vu à la Pocatière, justement, depuis l'année passée, la fréquence de collecte est passée aux semaines. Ça aide beaucoup la participation. Puis ça élimine quand même une partie, justement, des craintes puis des nuisances estivales. Là. Quand on a vérifié les bacs bruns à la Pocatière, il y en avait qui sentaient bon. Ça a vraiment été le cas. Il y en a qui participent vraiment très bien. Là. À la Pocatière, ça fait plus longtemps aussi. Fait que, c'est sûr que c'est peut-être plus implanté dans les pratiques des gens. Que c'est pas nécessairement d'avoir une maison zéro déchet, mais ce serait... Nous, dans le fond, on veut aider les gens dans leur gestion des matières résiduelles, mais comment je pourrais dire, peu importe le niveau qu'ils sont, finalement. Il y a des gens à qui je parle, qui commencent à peine à faire, mettons, le bac brun, ou il y en a qui préfèrent faire du compostage domestique. Bien, moi, je vais essayer de trouver des solutions puis à leurs problèmes respectifs, puis leur expliquer bien, pourquoi le compostage domestique puis le bac brun pour la biométhanisation, pourquoi ces deux pratiques-là sont complémentaires, quels avantages que ça représenterait la collecte des bacs bruns pour eux, même s'ils participent au compostage domestique. Puis oui. Ben oui. Puis c'est ça, en ce moment, justement, on s'apprête à faire la tournée des écoles primaires. C'est là-dessus que j'allais vous amener, justement. Oui, c'est vraiment encore là en lien avec les bacs bruns, mais ça touche encore là toutes les matières résiduelles. Mais ça s'adresse aux classes de 3e année du primaire. Donc, on a monté un petit défi du tri. Là. Les classes vont être séparées en équipes. Ils vont avoir un petit kit à trier. Ils vont devoir se poser des questions. Puis, ils vont surtout être interpellés au niveau de la transformation d'une matière résiduelle, les matières organiques, en énergie, parce que ça fait partie du programme de formation de l'École québécoise. Justement, c'est intéressant parce qu'on veut les sensibiliser, mais il faut d'abord qu'ils comprennent que c'est un processus. Donc, on va jusque-là dans la démonstration. Oui, ça va assez loin. Cet atelier-là a été monté vraiment conjointement avec la commission scolaire. Fait qu'on a travaillé avec une conseillère pédagogique pour vraiment cibler jusqu'où on peut aller dans la compréhension des choses. J'ai la partie un petit peu plus métaphore. Je parle de la biométhanisation avec une vache qui digère, parce qu'une vache, avec ses 4 estomacs, ça ressemble au procédé de biométhanisation. Donc, pour qu'ils comprennent comment ça se passe à l'usine, bien, ils ont quelque chose qu'ils voient au quotidien dans l'environnement. Là. Donc, c'est vraiment intégré au cours, finalement. Là. Oui, dans le fond, c'est un atelier d'1 heure. Ils ont reçu un dépliant sous forme de bande dessinée avec Superbac, le héros écolo, qui transforme les matières organiques en biogaz. Et suite à la distribution de ce dépliant-là, les professeurs pouvaient réserver l'atelier. Puis moi, je m'en vais, donner cet atelier-là lors des prochaines semaines. Et il y a combien d'écoles qui sont ciblées? Il y a une 20aine d'écoles ciblées dans le Kamouraska et Rivière-du-Loup. C'est la commission scolaire de Rivière-du-Loup et Kamouraska. Présentement, là, cet automne, il y en a une 12aine qui ont déjà réservé là, pour l'atelier. Il va peut-être avoir des ajouts. Et possiblement que les ateliers vont se prolonger là, cet hiver aussi. Là, il y a des bonnes chances. Là. Puis c'est quelque chose que, même si c'est pas nous qui le donnons, c'est du matériel qui va appartenir à la commission scolaire. Donc, pour être récupéré. Oui, c'est ça. Ça s'en va pas, ça s'en va pas au recyclage après. Donc, vous travaillez aussi auprès des entreprises, industries et institutions, justement. Quelle est la partie sensibilisation que Coeco travaille à ce point de vue? Oui, c'est une action qu'on fait en continu, dans le fond, les visites dans les ICI qu'on appelle. Et là, il y a eu beaucoup pour la collecte des matières organiques depuis l'arrivée du service. Là. J'ai eu dernièrement la tarification incitative qui est arrivée à la ville de la Pocatière. Donc, on a fait des visites pour expliquer aux gestionnaires comment la tarification va être modifiée. En gros, c'est qu'on va taxer en fonction du volume de matière généré. On va taxer les entreprises ainsi. Donc, on veut aider les gestionnaires à diminuer le plus possible les déchets qu'ils vont générer pour pouvoir mieux s'adapter à cette tarification-là. À partir du moment où on commence à taxer selon le nombre de déchets qu'on produit, comment c'est perçu au niveau des entreprises, justement? Il y a eu plus de commentaires positifs que négatifs, parce qu'auparavant, c'était au volume, mais là, c'est au volume de déchets générés. Donc, c'est vraiment plus utilisateur-payeur, dans le fond, c'est ce principe-là. Et il y a quand même je dirais, à la Pocatière, j'ai senti quand même une volonté d'aller vers le développement durable de plusieurs entrepreneurs.
C'est sûr que parfois, ils ont des contraintes de budget. Puis c'est justement mon travail de leur essayer de trouver des solutions adaptées à leur situation. Puis jusqu'à présent, ça s'est quand même bien passé, ces rencontres-là. Ça a incité quand même quelques-uns à participer plus à la collecte des matières organiques, par exemple. Il y en a qui ne participaient pas à la collecte des matières recyclables et qui vont commencer. Donc, c'est des bons incitatifs quand les municipalités, les villes font ça. Et ça s'ajuste aussi à d'autres villes sur le territoire là, qui avaient déjà entamé le processus. Puis souvent, les visites que je fais pour la collecte des matières organiques, c'est vraiment adapté à la situation. Je vais arriver dans l'entreprise avec des photos de d'autres installations. J'ai un petit kit de démarrage aussi de collecte des matières organiques, de montée, là, avec une liste des matières. Parce qu'il y a vraiment une liste de matières acceptées qu'on a montée spécifiquement pour les restaurants, pour les épiceries. OK, donc c'est adapté selon l'institution que vous Oui, rendez. c'est ça. Par exemple, quand je vais rencontrer un restaurant qui sert, ou une boucherie, je vais adapter ma liste pour la boucherie. Si je rencontre un restaurant qui sert des fruits de mer, je vais leur parler des produits qu'ils servent pour voir comment ils peuvent adapter leurs pratiques. Puis même nos services, ça irait jusqu'à former les employés aux besoins. Justement, donc j'imagine que la sensibilisation, c'est grand, c'est long à faire, mais au moins, ça avance à petits pas. Là. Il y a encore des étapes qui s'en viennent. Il y en a pour qui ça se fait très vite. Adopter ces pratiques-là dans les ICI aussi. On vient de tourner 3 publicités là, qui vont être diffusées cet hiver qui montrent 3 entreprises qui participent à la collecte des matières organiques. Puis dans le cas de ces 3-là, c'est un peu comme des ambassadeurs parce qu'ils participaient depuis le tout début, mais ils expliquent dans ces publicités-là à quel point, pour eux, ça s'est fait naturellement. Il y en a pour qui, c'est ça, c'était vraiment déjà quelque chose de pas compliqué. Ils ont commencé à le faire, ça a bien fonctionné, tant mieux. Mais souvent, quand on présente ça, les entrepreneurs, quand ils présentent ça à leurs employés comme un projet commun, ils les impliquent dans le processus dès le départ. C'est un gage de réussite aussi pour ça. Là. Madame Marie-Joëlle Côté, merci beaucoup. Bien, merci. Bien sûr, il existe différentes façons de sensibiliser la communauté au développement durable et également aux bonnes pratiques environnementales. Aujourd'hui, à l'émission, en plus, nous parlons d'économie circulaire et je reçois pour en parler Mme Émilie Dupont. Bonjour Annie. Ça va bien? Oui, très bien. Tout d'abord, Mme Dupont, pourquoi en sommes-nous rendus à parler d'économie circulaire au Kamouraska? Alors, tout démarre avec la SADC du Kamouraska qui, il y a au moins 3 ou 4 ans maintenant, a lancé les DDD, les déjeuners du développement durable. L'idée, c'était de tenir des déjeuners pour sensibiliser les gens, la population, puis les entrepreneurs sur les principes du développement durable. On en avait eu un sur l'écologie industrielle. Puis on a creusé l'idée, puis on s'est rendu compte qu'en arrière de ça, il y avait un concept qui est l'économie circulaire. Et on s'est aussi rendu compte que c'était rendu très populaire dans plusieurs pays dans le monde. Et nous, au Kamouraska, on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant là, il faut qu'on creuse ça. Et économie circulaire, pourquoi on appelle ça économie circulaire? Est-ce qu'on a encore besoin de le définir? J'imagine que ce n'est pas un mot que tout le monde connaît. Juste le mot développement durable. Les mots développement durable, ça fait déjà plusieurs années que ça existe et on a encore un peu, parfois, de la difficulté à s'imaginer c'est quoi. Donc, l'économie circulaire. Oui, l'économie circulaire, c'est pas encore très populaire, mais on commence à en parler de plus en plus au Québec. Alors, c'est très simplement un système économique d'échange et de production qui vise à maximiser l'utilisation des ressources. Donc, on parle des matières premières, de l'énergie, de l'eau, ces choses-là. Et évidemment, c'est de baisser les impacts sur l'environnement en même temps, tout en satisfaisant le bien-être de la communauté. Et justement, maintenant où on en est rendu, là, vous êtes chargé de projet pour l'économie circulaire. Quel est votre rôle? Oui. Alors, ce que je n'ai pas dit depuis le début, qui est très important, c'est que ce projet-là, on le fait en partenariat avec Coeco. Coeco, ils ont une expertise, évidemment, en gestion des matières résiduelles, mais aussi en environnement puis en développement durable. Donc, la SADC, Coeco, c'est les deux promoteurs du projet. Puis évidemment, on a des partenaires, on ne fait pas ça tout seul. On a été chercher toutes les municipalités du Kamouraska via la MRC de Kamouraska.
On a aussi les 2 villes qui sont directement impliquées. On a aussi le cégep, puis on a les centres d'expertise, notamment Biopter. Plusieurs acteurs importants du milieu qui vous aident à jouer votre rôle finalement. Là. Oui, tout à fait. Puis l'idée, là où on en est rendu maintenant, on a été voir des entreprises qui souhaitaient embarquer dans cette thématique-là. On a été en voir plus d'une vingtaine. On a collecté en fait tout ce qui rentre dans une entreprise puis tout ce qui en sort, donc les intrants puis les extrants dans notre jargon à nous. Puis l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire comme maillage. Ça, c'est un peu comme des mariages de preneurs et de personnes qui veulent une matière. Ça commence on commence à mettre en place les premiers maillages. Quand vous parlez de maillage, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise peut aider une autre avec ses résidus, par exemple? Tout à fait. On parle tantôt, je vous ai donné des exemples, par exemple la rive de bois ou le verre ou ces choses-là. Donc, c'est sûr que les entreprises sont toujours dans leur production quotidienne. Ils n'ont pas le temps forcément de savoir qu'il y aurait un preneur ailleurs qui serait intéressé et qu'on pourrait faire de la valorisation. Donc, ça, c'est notre rôle de faire l'intermédiaire. Bon, mais on ne parle pas juste de ça avec l'économie circulaire, on parle, puis c'est là où les gens chez eux vont peut-être trouver des liens. Évidemment, le réemploi, on connaît beaucoup. Le but du jeu, c'est que les matières soient de plus en plus utilisées. Bon, les ressourceries, on connaît ça. L'entrepôt des matériaux patrimoniaux, par exemple, de Coeco. Bon, il y a plein de pages Facebook de « j'ai telle affaire, je m'en sers plus, y a quelqu'un qui le veut ?» Bon, ce genre de choses. On a aussi, ça c'est très à la mode, c'est pas encore développé au Kamouraska, mais j'ai l'impression que ça va arriver. C'est tout ce qu'on appelle les cafés de réparation. Dans le fond, votre grille-pain là, qui marche plus, là, puis ça vous tanne parce que ça fait 6 mois que vous l'avez. Mais il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à le réparer puis à vous apprendre à le réparer. Donc on augmente la durée de vie des produits. OK. En plus, aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, c'est magique. S'il manque une petite pièce, on est capable de la refaire. Mais comment on peut développer un café de ce genre-là? Ce serait spécifique aux électroménagers, par exemple? Ça pourrait être spécifique aux électroménagers ou juste aux bébelles électroniques de toutes sortes. Ça dépend aussi beaucoup des gens. Et beaucoup de projets comme ça qui naissent de la communauté. C'est les gens qui ont un intérêt ou qui ont une expertise. Puis moi, j'aimerais ça montrer aux gens, je sais comment on répare les affaires. Quand vous lancez l'idée ici. Exactement. J'en profite pour lancer l'idée. C'est dans le but vraiment, comme vous disiez, là, de rallonger la durée de vie des électroménagers, par exemple. Justement, il y avait une idée derrière ça qui avait attiré mon attention parce que dans l'économie circulaire, on lance l'idée, par exemple, de faire la location de nos électroménagers, justement. Oui, ça c'est un exemple, c'est quand on parle d'économie de la fonctionnalité. Ça c'est un grand mot pour dire qu'on passe de la vente d'un bien à l'achat d'un service. Le plus simple, c'est les imprimantes Xerox, pour pas nommer la marque, mais ils font tout ça. C'est qu'eux, ça fait à peu près 25 ans qu'ils ne vendent plus d'imprimantes. Ils vendent un service d'impression. Donc, dans les entreprises notamment, vous avez l'imprimante, puis eux, ils chargent au nombre de copies qu'on fait. Donc, je comprends. Eux, ils ont l'avantage. C'est quoi leur avantage? C'est qu'il faut absolument qu'ils aient des machines les plus durables possibles et les plus performantes possibles parce qu'ils ne veulent pas toujours envoyer leurs techniciens réparer, etc. Donc, c'est un modèle d'affaires qui intègre aussi des principes de développement durable parce qu'on travaille sur la durabilité. Et un meilleur taux d'efficacité, de durabilité, de performance aussi. Oui. Et maintenant, comment on fait? Parce que là, c'est encore tout jeune, le concept d'économie circulaire, notamment au Kamouraska. On est habitué, en tant que génération, d'avoir vécu pendant plusieurs années à une économie un petit peu plus linéaire. Donc, on produit, on consomme, on jette. Oui. Comment on fait pour intégrer... Bien, d'abord, on vient ici, puis on en parle. Puis on travaille aussi beaucoup avec des partenaires, entre autres Coeco, j'ai nommé tantôt, puis aussi, bien sûr, nos élus qui sont aussi des porte-drapeaux. En passant, le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Kamouraska, qui est réalisé par Coeco, collectivement au Kamouraska, ça nous coûte 2 millions de dollars par année, la gestion puis la collecte de nos matières résiduelles. Ça veut dire qu'on a probablement des économies, des améliorations à faire. Moi, j'ai toujours... Ce qui me vient en tête tout le temps, c'est de dire qu'un déchet, dans le fond, c'est un déchet juste parce qu'on décide que c'en est un. C'est une matière, c'est une ressource. Fait qu'à nous de les valoriser puis de faire en sorte qu'il y ait du potentiel là-dedans. Mais c'est un point intéressant que vous amenez parce que tout le volet économique que vous apportez dans justement l'économie circulaire, justement, en quoi ça devient une économie? De faire ça? Bien, d'abord, tout ce qu'une entreprise a dans ses bacs de recyclage, c'est des matières qui ont été achetées. C'est simple.
C'est des matières premières qui ont été achetées, transformées, déplacées, conditionnées, bon, ainsi de suite. Puis en bout de ligne, elles se retrouvent là. Donc d'abord, là, il y a une question d'argent, clairement. Mais c'est aussi saisir des nouvelles opportunités, changer ses pratiques, adopter des modèles d'affaires plus verts. D'abord parce que souvent, on a une jeune génération qui en termes de recrutement d'entreprise, mais pour l'image de l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, travailler dans des entreprises dynamiques, sensibilisées. Oui. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi qu'il y a réellement des opportunités financières, des marchés nouveaux à conquérir. Et au Kamouraska, quelle est la prochaine étape au niveau de l'économie circulaire? Oui. Nous, on a toutes les entreprises qu'on a rencontrées déjà. Évidemment, maintenant, le but, c'est de les aider à mettre des maillages en place. Parce qu'on a déjà des potentiels, on le voit là, dans les offres et dans les demandes. C'est un peu comme des petites annonces. Hein. On se rend compte qu'on a des offres, puis on a des demandes, puis ça marche. Sauf qu'il faut travailler la logistique, il faut les mettre en relation. Bon, évidemment, il y a des soucis de confidentialité, donc il faut respecter tout ça, puis mettre le bon cadre en place pour que ça fonctionne. C'est là-dessus qu'on travaille présentement. Là-dessus, Mme Émilie Dupont, merci beaucoup. Merci. Une entreprise de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a à cœur le développement durable et les bonnes pratiques environnementales. Je reçois M. Anthony Poitras de Total Fabrication. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, M. Poitras, comment on peut affirmer que Total Fabrication a à cœur le développement durable? Bien, en fait, nous, ça part du début. Quand on a commencé cette entreprise-là, il y a 12 ans, on a acquis en fait 2 formulations de produits d'entretien ménager. C'est ce qu'on fait. Nous, on est un fabricant de produits d'entretien ménager. Ces 2 formulations-là, il y en avait une, c'était un détergent lessive qui était sans phosphate. Donc, on se ramène là, 12 ans plus tôt, le phosphate, c'était même pas connu. Il n'y avait pas eu de problème de lac et de rivière à ce moment-là. Donc, c'était déjà très innovateur. Puis, on a l'autre produit qui était un tout-usage très concentré. Avec une bouteille, on pouvait en faire 400. Donc, c'était déjà à la base, les 2 premiers produits étaient des produits très écologiques pour l'époque. Puis, on a toujours continué dans cette veine-là. Donc, nous, on se concentre vraiment à fabriquer des produits d'entretien pour la maison qui sont plus écologiques et également meilleurs pour la santé. Et qui sont éco-responsables. Tout à fait. Donc, on vise vraiment 2 points majeurs de notre côté qui sont également des points que les gens recherchent. Donc, autant d'un côté, des produits plus écologiques. Donc, autant les formulations sont meilleures pour l'environnement, donc ils vont se biodégrader dans la nature beaucoup plus rapidement qu'un produit de pétrochimie. Puis également, au niveau santé également, donc on essaie d'éviter tout ingrédient qui va être nocif pour soit les voies respiratoires, les allergies de la peau. Donc, c'est des choses qu'on travaille, puis ça fait partie intégrante de tout ce qu'on fait comme produit chez nous. Justement, vous en faites vraiment votre marque de commerce. Tout à fait, tout à fait. Donc, autant notre marque de commerce qui est les produits purs. Donc, les produits purs, ce n'est que des produits qui sont biodégradables, qui sont hypoallergènes. On a fait... Toutes les formulations sont faites avec des ingrédients végétaux ou minéraux. Donc, on essaie vraiment de se positionner là. Puis également, on a des partenaires avec lesquels on fabrique. Donc, on est un sous-traitant, un fabricant pour ces marques-là. Et ces marques-là ont la même orientation que nous, d'avoir des produits qui sont soit meilleurs pour la santé ou l'environnement. Tout à l'heure, justement, on parlait d'économie circulaire et de comment la roue tourne. Donc, vous nous parlez de production, de fabrication, de consommation, même à la limite. Là, comment vous entrez dans cette économie circulaire-là? Je sais que votre mode de fabrication en est un, là. Tout à fait. Bien, c'est sûr qu'on promouvoit beaucoup le local. Donc, quand on sélectionne nos fournisseurs, premièrement, on essaie toujours d'aller avec des matières premières, par exemple, qui viennent du Canada, de la région, si on peut le faire, évidemment, aussi. Ensuite de ça, bien, on promouvoit aussi le concept du vrac. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille également qu'on pousse. En fait, c'est qu'on a tellement de plastique. Il y a quelques années passées, on n'avait pas de bac de recyclage. Aujourd'hui, on en a un, puis il est plein aux 2 semaines. Donc, on essaie vraiment de promouvoir, au lieu de jeter sa bouteille de détergent lessive, de liquide à vaisselle, quand on a fini de l'utiliser, bien, c'est de la réutiliser, justement, de la ramener, parce que cette bouteille-là est encore très bonne, elle peut durer très longtemps. Puis, bien évidemment, c'est moins de plastique qui va au site d'enfouissement. Où est-ce qu'on peut se procurer ce vrac-là? Donc, présentement, on est maintenant rendu avec 150 points de vente au Québec et au Nouveau-Brunswick. Donc, on a de plus en plus d'endroits. Dans la région directement, là, on a des points de vente à la Pocatière, chez Daou Forget. On a à Saint-Pacôme, à Mont-Carmel, chez Épicerie chez Daniel. À Saint-Alexandre, à notre usine. À Rivière-du-Loup, on a quelques points de vente également.
Témiscouata, Trois-Pistoles. Donc, on a de plus en plus de points de vente. Puis c'est souvent des petits magasins plus spécialisés qui vont pouvoir aussi donner des trucs aux gens, conscientiser, éduquer. Et donc, vous passez le message à pas vos fournisseurs, mais vous passez le message à vos distributeurs, là. Tout à fait, tout à fait. Nous, on ne fait pas juste leur fournir des produits. Donc, on essaie de leur donner beaucoup d'informations pour que, justement, ils éduquent les gens. Leur montrer, leur prouver qu'un produit écolo, c'est pas plus cher, c'est pas moins efficace, que d'avoir des bonnes habitudes de vie, simplement en utilisant des bons produits d'entretien pour sa maison, a un impact sur notre santé aussi. Fait que souvent, les gens commencent par manger bio. Donc, ce qui rentre en eux, ils vont faire attention. La deuxième étape après ça, c'est souvent ce qu'ils vont mettre sur leur peau. Puis finalement, la troisième étape, c'est ce qui va dans l'air autour d'eux. Mais toutes ces étapes-là sont extrêmement importantes pour être en santé. Fait que nous, c'est juste de leur donner des petits trucs comme ça. Puis évidemment, on utilise aussi beaucoup les médias sociaux, qui sont un moyen de plus en plus populaire d'éduquer, de sensibiliser, de donner des trucs simples, des astuces qui font une différence au quotidien. Et il y a 12 ans, est-ce que vous sentiez par rapport à aujourd'hui qu'il y avait une crédibilité à monter un petit peu plus? Parce qu'on parle de chimie verte. Énormément, énormément. Je vous dirais que cette crédibilité-là est de plus en plus facile à avoir. Mais quand on a commencé il y a 12 ans passés, on était perçus comme des granos. Aujourd'hui, je pense qu'on est des gens innovants. On va le dire comme ça. Puis, c'est super encourageant. On voit vraiment là une tendance. On voit que les gens sont ouverts, sont à l'écoute d'avoir des bonnes habitudes de vie parce qu'on le remarque, là, il y a de plus en plus de problèmes de santé chez les enfants, beaucoup plus d'asthme. Il y a des problèmes d'infertilité. Donc, les gens sont de plus en plus conscients de ça, puis ils veulent faire attention, ils veulent être éduqués, ils veulent être informés, puis c'est ce qu'on essaie de leur fournir. Là-dessus, M. Anthony Poitras, merci d'être venu nous faire ce témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.